BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous. En ce jeudi soir, très heureux de vous retrouver. Il est 19h30 pile sur BFM Business. Et très heureux de vous retrouver, de passer cette soirée, la dernière de la semaine pour nous. On est là, vous le savez, dorénavant, 19h30, 21h. Votre rendez-vous tech à la radio, à la télé. Et puis ensuite, bien sûr, les replays et les podcasts qui vous attendent à noter. Et ça, c'est la petite nouveauté. Vous pouvez retrouver aussi le replay de Tech Co sur la chaîne YouTube de Tech Co. Et c'est bien pratique pour nous regarder, par exemple, à la télé ou sur votre mobile. Avec au sommaire ce soir, dans cette dernière de la semaine, eh bien, on va revenir sur les résultats financiers d'NVIDIA qui explosent tous les records avec, malgré tout, un petit bémol concernant eh bien, la bourse. On va y revenir dans quelques minutes. On parlera aussi d'intelligence artificielle et d'Apple. Vous savez qu'Apple est à la traîne dans ce domaine. Est-ce que Apple pourrait sortir le chéquier et s'offrir par exemple Mistral ou Perplexity ? C'est le sujet qui alimente l'actu ces dernières semaines. Et puis on évoquera aussi l'automobile électrique et en Europe. Tesla dérape vraiment, 40% de part de marché en moins. Et c'est BYD qui le coiffe au poteau. On évoquera aussi ce sujet ce soir. Voilà, c'est parti, 19h30, 21h. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Bienvenue. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Évidemment, le débrief de l'actu tech avec, pendant 90 minutes ce soir pour nous accompagner, Jérôme Marin qui est là. Salut Jérôme. Salut François. Fondateur de cafetech.fr. Cafetech.fr, Frédéric, tu connais, j'espère. Je suis abonné. T'es abonné ? Je reçois chaque jour. Ah, il faut que je travaille mon outil Microsoft parce que ça arrive encore dans les messages en quarantaine. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Tu te rends compte, mon cher Jérôme, tu arrives dans les spams chez Fred Simotel. Il faut que j'appelle Microsoft. C'est dur, très dur. Ça me casse un peu le moral. Donc n'hésitez pas à retrouver. Parce que, tu vois, voilà. Vous pourrez en parler tout à l'heure en antenne si vous voulez. Hein. La newsletter donc, de Jérôme Marin qui vous attend, cafetech.fr. Frédéric Simotel, vous l'avez reconnu, qui est là. Salut Fred. C'est là, qui est là, prêt et prêt et évidemment, pareil pour toute cette semaine d'actu. Je vous conseille d'aller voir les replays qu'on a fait au cours de ces derniers jours. On s'est régalé cette semaine, vraiment. Vraiment, on a fait plein de sujets. Il faut dire qu'on était remonté comme une pendule. Là, j'avais peur qu'on se répète. Ça faisait 5 semaines qu'on n'était pas avec vous. Et j'avais peur qu'on se répète et on ne s'est pas répété. On ne s'est pas répété. Bon, j'espère qu'on va ne pas se répéter encore ce soir. Tu vas continuer ce soir. Ouais. Bruno Guglielminetti est avec nous et fait la rentrée sur Tech Co dans BFM Business. Mon cher Bruno, bonsoir. Bonsoir. Heureux de te retrouver. Pareillement, très heureux de vous retrouver comme ça en direct de Montréal. Alors, à Montréal, donne-nous un petit peu la météo, quel temps fait-il, quelle heure est-il ? C'est l'après-midi, il est 13h31 très exactement, puis vous voyez, le ciel est bleu, les petits oiseaux chantent. C'est très beau. Bruno Guglielminetti, que vous pouvez regarder, écouter. Il est journaliste animateur du carnet de l'actualité numérique et de son rendez-vous quotidien que je vous conseille, qui s'appelle 120 secondes de tech. T'as pas arrêté durant tout l'été, hein, Bruno, hein. Bruno, c'est le... Tout à fait. C'est le Robocop de l'actu tech. Il ne s'arrête jamais, mesdames, messieurs. C'est terrible. Bon. En plus, quand nous, on dort, lui, il travaille. C'est ça, exactement. On va commencer tout de suite, je vous le disais tout à l'heure, par NVIDIA. NVIDIA qui confirme trimestre après trimestre son statut de baromètre de la tech. Et c'est vrai que, NVIDIA cartonne. Au deuxième trimestre, le géant des semi-conducteurs affiche un chiffre d'affaires et un bénéfice net record en hausse de 50% sur un an. Et déjà, il y a un an, c'était monstrueux. Alors que la bataille de l'IA fait rage, NVIDIA continue d'en être le principal bénéficiaire. Anthony Morel nous en parlait ce matin, on l'écoute et puis après on revient bien sûr sur ce plateau. Ah oui, parce que la demande continue à être colossale, la demande pour les GPU, vous savez, ces fameux composants qui sont un peu les muscles de la révolution de l'IA, c'est ce qui permet de la puissance de calcul qui permet de faire tourner et d'entraîner tous les modèles, les ChatGPT, Gemini, Mistral et autres. Or, la course aux infrastructures, elle se poursuit, on l'a vu dans les résultats des GAFAM, Meta, Google, Microsoft, Amazon. Ils dépensent ou ils investissent à coût de dizaines de milliards de dollars par trimestre pour s'acheter, pour continuer à monter leurs infrastructures pour être les premiers dans cette course de l'IA générative. Il sera bientôt plus rare pour des gros data centers de commencer à 100 000 GPU
sachant qu'un GPU, ça coûte $30 000. Bon, je vous laisse faire le calcul, mais les chiffres montent très très rapidement. Et la directrice financière d'NVIDIA a donné cet autre chiffre qui est complètement dingue. Elle estime que les dépenses en infrastructure IA pourraient générer 3 à 4 000 milliards de dollars de ventes d'ici la fin de la décennie. Ça donne une idée de l'ampleur et du potentiel pour NVIDIA. Comment on explique ça ? Parce qu'on va avoir besoin de plus en plus de puissance de calcul. Jensen Huang, le patron de NVIDIA, il explique bien les perspectives d'avenir sur l'IA agentique, les fameux agents IA qui vont plus se contenter de répondre à des questions et de faire des choses dans le monde réel. Ça va multiplier par 10, par 100 ou par 1000 la puissance de calcul nécessaire. Et puis il y a toute la logique derrière de l'IA, ce qu'il appelle l'IA physique, c'est-à-dire incarnée dans des robots. La robotique va nécessiter aussi des puces NVIDIA. Et d'ailleurs, NVIDIA vient de lancer un nouveau produit qui s'appelle Robot Brain, le cerveau robotique qui est censé rendre les humanoïdes plus intelligents, commercialisé $3 500 et qui va cartonner auprès de toutes les entreprises mondiales qui font de la robotique aujourd'hui. Malin quand même, Jensen Huang. Il nous en avait parlé d'ailleurs durant cette interview exclusive qu'on avait réalisée de lui sur BFM Business dans Tech & Co à l'occasion de Vivatech. On avait parlé de robotique et c'était vraiment on va dire un challenge pour lui et une route de croissance assez impressionnante. C'est sa courbe, hein. Il fait l'IA traditionnelle, l'IA agentique, et puis derrière c'est ce qu'il appelle l'IA physique. Et ce cerveau-là qu'il est en train de mettre en place avec des GPU, hein, comme ça, qui sont presque plug and play sur des robots, c'est une super idée, non ? Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme ? Alors, ça reste assez lointain finalement, parce que les robots, enfin lointain, à quelques années, mais de toute façon, on sait que ça va arriver, donc forcément... Ouais, mais il anticipe le truc. Bien sûr, de toute façon, il a toujours anticipé. Ouais. C'est pourquoi NVIDIA aujourd'hui est là, c'est parce qu'ils ont anticipé les GPU avant tout le monde. Il a fait avant tout le monde, il a compris que la loi de Moore, elle allait s'arrêter, donc que les CPU, c'était plus suffisant, qu'il fallait avoir des GPU pour avoir plus de puissance informatique. Bon, il a été bien aidé après par l'émergence de ChatGPT et le reste, mais il avait déjà posé le premier jalon qui fait qu'il était là. Et donc là, maintenant, la prochaine, c'est les voitures autonomes, c'est les robots, et forcément, il y aura besoin de puissance de calcul, il y aura de l'IA derrière, donc ils sont forcément très bien placés pour en profiter, et c'est ce qu'ils essayent de faire, et je pense que on va attendre quand même encore quelques années pour que ça se concrétise, mais très clairement, en tout cas, c'est ce que le marché achète aussi, c'est au-delà de l'IA générative, c'est le reste en fait, et c'est les robots et c'est les voitures. Et puis sur l'intelligence, c'est d'avoir toute cette couche logicielle au-dessus, parce que finalement les puces, des physiciens, tout ça, ils vont réussir à trouver des choses toujours plus performantes, plus rapides, moins consommatrices d'énergie, plus petites, etc. Mais il faut toute l'intelligence dessus, et c'est là où il a vraiment, il a joué sa carte avec cette architecture qu'on appelle CUDA, et surtout qu'il a réussi à la diffuser partout. Et hier, on parlait des Chinois qui sont derrière, loin derrière pour l'instant en termes pour leurs propres composants, mais ils sont aussi très très loin derrière en termes d'écosystème logiciel autour de ça, parce que lui, ça y est, c'est ancré, c'est parti. Là, les Chinois, il faut qu'ils se structurent autour de ça, et c'est pas parce qu'ils sont tous Chinois qu'ils vont tous parler d'une même voix, quoi. Mais pas que les Chinois, AMD c'est pareil, Intel, c'est l'une des forces, le logiciel au-dessus, en plus de l'avance qu'ils ont sur les GPU, ils ont l'avance sur le logiciel aussi. Bruno, alors j'imagine que tu as évidemment analysé tout comme nous ces résultats. Qu'est-ce que tu retiens en fait de ces résultats et de ce qui a été annoncé? Évidemment, pour les actionnaires, c'était que du bonheur pour ces gens-là de voir ces chiffres-là, pour l'entreprise aussi, la direction. Sauf que moi, ce que je vois, c'est un petit peu plus au loin, c'est les nuages gris. Quand on regarde aux États-Unis, il y a eu de l'interventionnisme du côté de la présidence américaine par rapport à ce qui pouvait être vendu, ce qui ne pouvait pas être vendu en Chine, ce qui n'a pas aidé NVIDIA sur le marché chinois. Et puis ça, c'est Frédéric qui le mentionnait, avec les Chinois qui sont derrière, mais qui quand même poussent assez rapidement, ça donne la part belle à des Huawei qui veulent s'établir comme étant une alternative crédible. Ils ont encore de la difficulté, mais ça laisse du terrain. Alors, c'est pour ça que les chiffres sont beaux. Et dans le fond, c'est le produit de tout ce qu'on a vu, toute cette... J'aime pas utiliser le mot bulle, là, mais tout cet engouement pour l'IA, les chiffres le démontrent. Et quand il y a un Altman qui annonce encore il y a quelques jours qu'ils vont investir pour des trillions de dollars dans les centres de données, on imagine bien qu'NVIDIA est au cœur de ça, puis c'est encore de la musique à leur oreille. Mais il y a de la compétition, et puis il y a des petits nuages gris qui sont en train de passer dans le décor. Juste pour rebondir sur la Chine, il faut dire que sur ce trimestre, les ventes en Chine, c'est 0.
Et ils ont prévu pour le prochain trimestre 0 également, parce que c'est incroyable. Les ventes de GPU IA en tout cas. Et ils font 26 milliards de bénéfices. Oui, non, mais t'imagines si la Chine était open bar, ça serait incroyable. Voilà. Et donc, ils essayent, je ne sais pas si vous en avez parlé déjà, mais ils sont en négociation avec l'administration Trump pour pouvoir obtenir des licences d'exportation, avec Trump qui a dit je vais vous donner 15% de votre chiffre d'affaires que vous allez faire en Chine. Pour l'instant, la directrice financière en a parlé là, pendant les résultats. Elle a dit c'est pas encore formalisé. Donc, on ne vend pas en Chine parce qu'on a peur d'avoir des conséquences juridiques derrière, parce que la parole de Donald Trump, c'est une parole de Donald Trump. Il faut que ce soit juridiquement valide. Donc, en tout cas, ils ne vendent pas en Chine pour l'instant et ils ont quand même ces 50% de chiffre de croissance. Et puis, les Chinois, ils leur font le même jeu que font les Occidentaux aux Chinois. Ils disent, attention, il y a peut-être des backdoors dans les processeurs de NVIDIA, les processeurs occidentaux. Donc, eux aussi, ils jouent à ça. Ils menacent aussi de tout ça. Donc, c'est certain qu'on va voir cette bataille. Après, bon voilà, les Chinois, pour l'instant, on en a parlé hier, hein. Pour l'instant, leur puce, c'est vraiment le marché domestique. Voilà, bon, ça va couper, parce que c'est vrai que tout le monde regarde le marché chinois, mais il y a l'Inde, il y a tous les pays d'Asie du Sud-Est. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un marché gris quand même du GPU en Chine, de NVIDIA? Il y a forcément des... Je pense que très clairement, oui. Passer par, je ne sais pas, moi, les Émirats, ou etc. Je pense que... Parce que là, quand il dit résultat zéro, c'est pas possible, tu vois, il y a forcément... Mais on a tous vu des James Bond avec tout ça, il y a certainement il y a des gens comme ça. Mais d'ailleurs, je crois cet été, il y a des gens de TSMC, me semble-t-il, qui ont été arrêtés, ou en tout cas qui ont été inquiétés parce que... Ils avaient des valises pleines de GPU. Non, mais ils faisaient passer des GPU de NVIDIA en Chine. Donc, il y a du marché noir, ça on le sait. Et d'ailleurs, quand DeepSeek dit qu'ils ont utilisé que des GPU de Huawei pour entraîner leur modèle... C'est pas possible. En tout cas, je ne sais pas si c'est pas possible, mais en tout cas, il y a certaines personnes qui n'y croient pas. Donc, c'est possible qu'il y ait des GPU qui arrivent en Chine, mais en tout cas pas officiellement. Ouais. Après, il y a ça, et puis il y a le cloud aussi. Est-ce qu'ils ont peut-être accès à des clouds? Le cloud n'est pas interdit, en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise chinoise, vous pouvez aller chercher de la puissance chez Azure, parce qu'Azure est en Chine, et ça, c'est autorisé. Et là, avec du NVIDIA. Avec du NVIDIA, oui. Donc, après, il faut regarder, bon, même s'ils ont beaucoup d'avance, cette réussite et tout ça, il y a aussi, quand tu regardes leur portefeuille de clients, la moitié de leur GPU, elles vont à 3 clients. Hein. Elles vont à Google, AWS et Meta, voilà, qui sont à, tu vois, c'est 23% pour Google, 19% pour AWS, 14% pour Meta, c'est les 3 plus gros clients. Donc attention à ça. Bon, maintenant ils ont vraiment besoin. On ne sait pas où on ne sait pas chez qui ils pourraient aller sinon. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul fournisseur, que les AMD, Intel, on ne les voit pas encore ressurgir, ou même leur propre logiciel interne, puisque Google, Amazon et Microsoft développent aussi en interne, ou Apple développe leur propre logiciel, mais qui n'ont pas les performances de ces GPU. Mais voilà, donc les gens essaient de trouver, parce qu'il y en a qui parlent déjà, là aujourd'hui, Nvidia est valorisé 4 000 milliards, mais il y a déjà qui disent d'ici 6 mois, ils seront valorisés 5 000 milliards. Donc il y a certains qui essaient de ramener un peu à la raison, de dire attendez, regardez, attention, il peut y avoir un accident industriel, il peut y avoir tout un tas de choses. Vous savez qu'avec Fred s'amuse à calculer eh bien, ce qu'il aurait pu gagner s'il avait investi 10 000 euros dans Nvidia. Il y a combien au départ, tu disais 10 000 euros en 2008 dans Nvidia. 2008. Donc 2008, Nvidia, bon, c'était une boîte que tout le monde connaissait, mais assez confidentielle, on va dire, vraiment spécialisée dans le jeu vidéo. Voilà, quoi, c'était pas énorme. Donc 10 000 euros en 2008 de Nvidia. Aujourd'hui 9,5 millions. Ah. Waouh. Et 10 000 euros en 2018, on était à 700 000 euros, je crois. 700 000 euros. Quelque chose comme ça. Pas mal. Bruno, tu avais investi dans Nvidia ou pas? Tu peux nous le dire? Non. D'accord. Tu avais levé le doigt. Je voulais revenir sur un angle que Frédéric Simotel ramenait, parce qu'il mentionnait les 3 gros clients. Il y a un truc aussi qui est plus ou moins connu, mais Nvidia joue aussi la carte de la souveraineté numérique. Hein. Et de plus en plus, évidemment, il y a des pays qui sont éveillés à la chose, qui veulent avoir leur propre réseau, infrastructure d'intelligence artificielle. Et Nvidia va de par le monde dans les plus gros pays pour se trouver des partenaires locaux, pour leur permettre d'avoir accès à cette technologie qui développe. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Puis ça ne sort pas nécessairement sur tous les radars, mais ça fait une différence aussi, parce que le jour où les gros joueurs seront moins intéressés, si on veut, dans les produits où il y aurait de la difficulté avec la Maison-Blanche, ben, de l'autre côté, ils auront tout un réseau de partenaires à travers la planète, mais pays par pays. Alors ça aussi, c'est une clientèle intéressante à avoir.
Il y a quelque chose qui est fascinant aussi, c'est quand on essaie d'élargir un peu, de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. On voit, alors là, Bruno en parlait quand il parlait dans différents pays, c'est les effets géopolitiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Huawei, c'est une arme géopolitique pour les États-Unis, même pour, de négociation. Et puis derrière aussi, il y a par rapport à l'écosystème, d'une façon générale, de l'univers des logiciels et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, ça va tellement vite dans l'IA que tu vois les SAP, Workday, tous les gros éditeurs, les Oracle et tout ça, qui marchent bien, mais ils s'inquiètent un peu de cette folle avancée de l'IA en disant est-ce qu'on va pouvoir suivre. Donc eux, ils regardent aussi avec attention comment ça se passe, parce que plus on vend de puces Nvidia, plus ça veut dire qu'on va faire de l'IA, et plus eux, ils vont courir derrière pour vraiment que leur logiciel soit aussi performant, pour que les entreprises ne soient pas déçues, parce que c'est bien d'avoir les processeurs, mais il faut avoir ce qui tourne dessus. Et là aussi, tu vois, il y a un effet, tout le monde regarde ça, et c'est fou comment en 3 ans, 3-4 ans, Nvidia est devenu un baromètre, un thermomètre, vraiment du marché, à la fois de l'IA, mais globalement de la tech. C'est assez étonnant. Enfin, assez étonnant, c'est assez dingue. Avec le recul qu'a toujours Jensen Huang sur ce sujet, d'une humilité, c'est assez remarquable. On évoquait que l'un des clients de Nvidia était OpenAI. Belle transition pour évoquer notre deuxième sujet de ce soir. C'est un peu le boulet Microsoft pour OpenAI, si j'ai bien compris, parce que Microsoft est intrinsèquement lié à OpenAI depuis le début. On se souvient des interventions de Satya Nadella qui avait réussi à remettre un petit peu de l'ordre dans OpenAI à l'époque où Sam Altman avait été licencié. Donc on voit que l'interventionnisme de Microsoft était là, et visiblement Microsoft est toujours dans le coup, et ça pose des problèmes à, on va dire, l'émancipation d'OpenAI, qui aimerait bien avoir d'autres partenaires. Alors il en a, mais prendre un peu son envol, c'est un peu compliqué, et visiblement, c'est l'un des sujets que le Financial Times a remarqué ces derniers temps, c'est que finalement, le fait que Microsoft retarde un petit peu la levée d'OpenAI, pourrait coûter cher à OpenAI, d'après ce que j'ai compris. Jérôme, tu veux nous expliquer tout ça ? Très bien. Alors en fait, il faut comprendre qu'OpenAI, il y a une structure hybride OpenAI, il y a un board qui a non-profit, à but non lucratif. Philanthropique, et une entreprise commerciale. Une entreprise commerciale qui a été créée en 2019 pour faire entrer Microsoft dans le capital. Cette entreprise commerciale, elle est dite à profit limité. C'est-à-dire que quand vous investissez 100, vous ne pouvez pas gagner plus qu'un chiffre qu'on ne connaît pas. Qui est top secret. Qui est secret. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Dans ce pacte d'actionnaires avec Microsoft, il est prévu que la majorité des profits reviennent à Microsoft jusqu'à qu'ils rentrent dans ces profits limités. Et ensuite, 85% des profits reviennent à l'organisation non lucrative. Voilà, donc philanthropique. Ça, forcément, c'est un problème pour OpenAI parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent. Et qui va aller investir dans une entreprise où on ne va pas récupérer les profits ? Qui va aller faire une entrée en bourse si on ne peut pas récupérer les profits ? Donc, ils veulent changer le statut juridique. Ils veulent changer le statut. Donc, d'abord, ils voulaient abandonner le côté non lucratif. Ça, ils ont renoncé parce que les autorités californiennes et du Delaware étaient contre. Il y a eu une grosse levée de bouclier. Elon Musk avait porté plainte. Donc, ils vont garder ce statut. Ils vont garder le statut et ils vont changer le statut de la société commerciale. Donc, abandonner le statut à profit limité pour un nouveau statut qui s'appelle Public Benefit Corporation, qui est en fait un statut d'entreprise à profit, mais qui, contrairement à d'autres entreprises, les entreprises américaines aux États-Unis, leur but, elles ont l'obligation légale de maximiser la valeur pour les actionnaires. OpenAI n'aura pas cette obligation. On pourra dire, moi, je ne vais pas maximiser la valeur pour mes actionnaires parce que je préfère faire le bien. Voilà, en gros, c'est ça, et ça reste dans leur mission d'avoir une IA qui profite à l'humanité. Pour changer de statut, qui est important, il faut l'accord de Microsoft, parce que Microsoft a signé le fait qu'ils allaient récupérer tous les profits. Donc, c'est pour ça qu'on est depuis plusieurs mois dans des négociations entre notamment les directrices financières d'OpenAI et de Microsoft pour déterminer comment on va changer de statut, déterminer plusieurs choses, déterminer quelle est la part d'OpenAI qui va revenir à Microsoft. Donc, on parle de 30%. Ça fait quand même 100 milliards de dollars, 30% d'OpenAI aujourd'hui, et surtout redéterminer les relations commerciales. Vous savez que Microsoft a l'exclusivité pour diffuser les API, donc diffuser les modèles d'OpenAI sur son cloud Azure. Donc si vous êtes client AWS ou client Google, vous ne pouvez pas utiliser OpenAI aujourd'hui sur le cloud. Et c'est une vraie épine dans le pied pour OpenAI. C'est une vraie épine dans le pied qui voudrait s'émanciper de Microsoft. Et c'est très bien pour Microsoft, parce que ça leur apporte... C'est très bien pour Microsoft. Donc il y a ce côté-là, et il y a un autre élément qui pose problème, c'est que dans le pacte d'actionnaires dont je parlais tout à l'heure, il y a une clause qui s'appelle la clause d'intelligence générale. Donc l'intelligence artificielle. Clause. Voilà.
Donc l'intelligence générale, c'est l'IA qui est capable d'apprendre toute seule. Voilà. Oui, c'est le Graal un peu de l'intelligence artificielle. Elle sera atteinte, OpenAI peut couper toute relation avec Microsoft. OK. Et c'est OpenAI qui dira c'est atteint, on considère que c'est atteint. Donc ça, Microsoft veut se défaire de cette clause, veut annuler cette clause. Et donc, c'est ces négociations qui sont en fait un peu au point mort. Et parce que ça serait une porte de sortie honorable, finalement, pour OpenAI. Le fait de dire, ça y est, on est arrivé à l'IGI, Microsoft, merci beaucoup, au revoir. Et donc, Microsoft ne veut pas ça, en fait. Parce que l'accord, il est limité dans... Enfin, c'est quand même jusqu'à 2030. Non, il n'est pas... Il y a une histoire jusqu'à 2030. Alors, 2030, c'est l'accord commercial, en fait. Ouais. C'est très complexe. Et juste pour dire pourquoi OpenAI veut changer de statut, je vous ai dit parce qu'ils veulent faire entrer des actionnaires, et aussi parce que s'ils ne changent pas de statut avant la fin de l'année, il y a 20 milliards de dollars qu'avec promis SoftBank qui ne peuvent ne pas arriver. S'ils ne changent pas de statut avant fin 2026, ils vont devoir potentiellement rembourser jusqu'à 30 milliards de dollars à des investisseurs. Oui, donc, parce que SoftBank a dit, nous on est prêt à mettre 30 milliards, on vous en met 10 d'un coup, exactement. Mais les 20 prochains milliards, il va falloir que vous changiez de statut, exactement. En fait. Autrement, on ne s'engage pas à les donner. Les 10 milliards qu'on vous a déjà donnés, vous ne les remboursez. Si fin 2026, ce n'est pas remboursé, potentiellement, vous devez nous rembourser ces 10 milliards-là. Et tout ça avec la perspective aussi de l'entrée en bourse qui pour l'instant est bloquée par rapport à ça. Et puis avec l'épée de Damoclès qui est Microsoft qui pourrait dire non, on continue comme ça, enfin qui en aura un peu marre et dire écoutez, on ne trouve pas de compromis, on continue comme ça et puis on en rediscute dans un an. Et là, évidemment, ça ne l'arrange pas, comme vient de le dire Jérôme très justement, OpenAI. Bon. Bruno, cette histoire, alors, c'est un imbroglio juridique complexe. Qu'est-ce que tu en tires ? D'abord, chapeau à Jérôme d'avoir expliqué la chose, parce que c'est une des meilleures explications que j'ai entendues. Non, mais vraiment, moi je l'ai enregistré. Je me repasserai après. Moi j'ai cru que c'est ChatGPT qui parlait. Ouais. Mais non, je pense que quand je regarde la situation, moi je pense à quelqu'un, et il y a une personne qui est bien amusée de voir la situation, c'est Elon Musk, qui, lui, depuis un bon moment maintenant, voulait le pire pour les gens d'OpenAI, parce qu'il est parti de là en mauvais termes. Et puis, à un moment donné, il a vu que même avec Grok qu'il a développé, dans lequel il a investi une fortune, ça n'allève pas autant qu'il l'espérait. Puis pendant ce temps-là, OpenAI est en train de trouver des partenariats un petit peu partout. Alors, s'il peut voir OpenAI s'enliser dans des problèmes financiers comme ça, lui, il est heureux. Alors, et oui, parce qu'il faut bien se rendre compte que tous les projets incroyables d'OpenAI sont liés en fait à ce changement de statut juridique. Ce projet mystérieux de device qui pourrait interpréter l'intelligence artificielle avec Jonathan Ive, si ils ne changent pas de statut, s'ils n'ont pas l'argent pour le faire, ça tombe à l'eau. Il y a plein de choses qui tombent à l'eau. En fait, tous les investissements qui ont été promis par OpenAI tombent à l'eau. Donc c'est très 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 important. Mais en plus, la situation chez OpenAI, elle est assez ambiguë aussi parce qu'il y a plusieurs courants de pensée parmi les chercheurs, les développeurs et tout ça. Comme le disait Jérôme, il y a une partie qui est restée philanthropique et il y a des chercheurs qui, même en gagnant bien leur vie, c'est pas ça leur axe de vie, c'est pas ça leur ADN, c'est faire avancer la technologie, aller toujours plus loin, aller vers cette intelligence artificielle générale. Et là aussi, il va falloir gérer un peu toutes ces équipes. Alors on sait qu'aujourd'hui, il y a toutes les histoires de je vais chercher des développeurs à des coûts monstrueux. Mais là aussi, il va falloir gérer ça. C'est-à-dire le changement de statut. Est-ce que tous les chercheurs vont suivre ? Est-ce que on se souvient, quand il y a eu toutes ces batailles avec Ilut Suskever et tout ça, on a vu qu'ils avaient fait des pétitions, certains voulaient partir. Et là aussi, je trouve que là, on est sur le fil du rasoir sur pas mal de sujets aussi de ce côté-là. Après, je pense que les deux courants, c'était certainement vrai fin 2023 quand Sam Altman s'est fait évincer. Aujourd'hui, je pense que ça l'est beaucoup moins. Il a quand même repris le contrôle sur le conseil d'administration. Il y a quand même quelques chercheurs qui... Non, bien sûr. Il y en a qui se plaignent d'ailleurs de ne pas avoir accès aux ressources parce que voilà, l'accès est plus mis sur le développement commercial plutôt que le développement, tout ce qui est sécurité notamment. Donc eux, ils se plaignent de ne pas avoir assez de ressources, mais c'est vrai qu'OpenAI s'est lancé vraiment dans une course de vitesse. Ça a toujours été, mais là de plus en plus depuis 2023, où vraiment le contrepoids qu'avait le board, le conseil d'administration, il n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est Sam Altman qui est le maître dans la maison et qui fait un peu ce qu'il veut. Est-ce que Fidji-Simo, qui est fraîchement arrivé, on a eu la même réflexion au même moment, va être impliqué dans cette histoire ? Je ne sais pas. On ne sait pas. Non, je ne sais pas. Après, je pense qu'elle est assez proche de Sam Altman. Donc,
Ouais. Je pense que là, on lui demande surtout de trouver les moyens de commercialiser, de rentabiliser, de repackager un peu tout ça, de mettre de l'ordre dans la machine, mettre de l'ordre dans la maison, de stabiliser le management de tout ça pour justement, le changement de statut ferait que quand même elle aurait les mains un peu plus libres pour mettre en place toute sa stratégie. Mais c'est intéressant, hein, c'est vraiment une drama cette histoire-là. C'est-à-dire que Microsoft a été on va dire, l'accélérateur d'OpenAI et de ChatGPT en 2022, etc. Parce que si aujourd'hui ChatGPT existe comme cela, c'est grâce à Microsoft. Mais aujourd'hui, eh bien, le principal obstacle d'OpenAI, c'est Microsoft. Et OpenAI menace de porter plainte, plainte aux États-Unis pour pratiques anticoncurrentielles. Évoque ce sujet ou pas alors, pas forcément, parce que c'est des sujets un peu tabus, mais on sait que de toute façon, Microsoft, quand Sam Altman a été évincé, Microsoft a fait un 360 degrés ou un 180 degrés plutôt, et a dit nous, on est trop dépendant d'OpenAI aujourd'hui. C'est pas possible d'être trop dépendant d'OpenAI. Donc, ils ont embauché Suleiman Mustafa, voilà, qui était. Je ne sais plus quel autre. Voilà, ils ont embauché quelqu'un pour qu'ils prennent, pour développer leur propre modèle. Donc, ils font de l'IA aujourd'hui chez eux. Donc, ils essaient eux aussi de se désolidariser d'OpenAI. Et OpenAI veut sortir la dépendance. En fait, ils veulent tous les deux sortir la dépendance, mais c'est une histoire de gros sous aujourd'hui. Et donc, c'est les avocats qui sont. C'est comme un mariage dont le contrat avait été trop bien ficelé finalement. Hein, c'est ça. Exactement. Bruno, on se retrouve dans un instant. Bruno Guglielminetti avec un sujet qui va l'intéresser, je pense. C'est l'IA et Apple. Apple qui pourrait peut-être sortir son compte PayPal. Cela dit, est-ce qu'on peut payer via PayPal des boîtes à des milliards et des milliards ? Je ne sais pas. À mon avis, c'est compliqué. Mais en tous les cas, pour vous dire que Apple va peut-être mettre la main à poche pour accélérer sur l'intelligence artificielle. On aura justement le point de vue de Bruno Guglielminetti dans un instant, de Jérôme Marin et de Frédéric Simotel. Après cette petite pause, il est quasiment 20h. Un grand merci d'être avec nous, comme chaque soir. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'ActuTech, comme chaque soir, 19h30, 21h, le nouvel horaire de Tech & Co, la quotidienne. Très heureux de vous retrouver, bien sûr, et ce sera comme ça tout au long de cette saison avec une rentrée tech qui s'annonce passionnante. Le 9 septembre prochain, révélation des nouveaux iPhones. On murmure que Meta devra annoncer aussi de nouvelles lunettes connectées. Voilà, on découvrira tout ça et évidemment beaucoup d'autres événements, et notamment le CES de Las Vegas qu'on est déjà en train de vous préparer, qui aura lieu début janvier, et on est en train déjà de tout ficeler pour vous faire vivre ce grand salon de la tech comme il se doit. Pour débriefer l'actu ce soir, alors qu'il est 20h pile en ce jeudi, Bruno Guglielminetti est avec nous, journaliste et animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique, Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Avant d'évoquer les difficultés qu'a Tesla, en tout cas en Europe, avec ses véhicules électriques, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à la situation compliquée d'Apple dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. C'est vrai que Apple, par rapport à ses concurrents, est un peu à la ramasse dans ce domaine. On le voit, Siri n'a toujours pas été mise à jour. Visiblement, les partenariats ne sont pas véritablement scellés. Et depuis quelques semaines, il y a cette petite musique de rachat éventuel de la part d'Apple, de boîtes comme Mistral, notre pépite française, mais aussi Perplexity. Et je voulais qu'on évoque ce sujet parce que ça revient sur le tapis régulièrement. Alors, est-ce que c'est du fake ? Est-ce que c'est du bullshit, comme on dit ? Est-ce qu'il y a un petit peu une part de vrai derrière tout ça ? Bruno, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, moi déjà, au mois de juin, on me soufflait à l'oreille que Apple est en train de regarder les capacités et le savoir-faire de Mistral. D'ailleurs, je l'avais évoqué sur ton plateau à l'époque. Et puis, je pense que c'est juste du concret parce que dans le cas de Apple, je ne parle même pas uniquement de Siri. Si on regarde Apple Intelligence, c'est nulle part. Si on regarde l'intelligence artificielle incluse dans l'appareil, dans le savoir-faire, dans le iOS de Apple, c'est là, mais on n'a vraiment rien réinventé. Donc, ils ne sont pas là. Et je te trouve poli quand tu parles d'un certain retard. Moi, ils sont carrément en retard. C'est plutôt en retard certain. Ils ne sont pas partis, oui.
Exactement. Et donc, là, c'est ça. Puis quand on parle de l'évolution de Siri, Apple est déjà en train de communiquer que ça va être au printemps prochain. Donc, moi, ce qui concerne, ils ont tellement baissé mes attentes par rapport à l'intelligence artificielle que je ne pourrais pas être déçu le 9 septembre prochain quand ils vont présenter. Ça sera des surprises à chaque fois en disant « Ah, quand même, ils ont réussi à faire ça, ils ont réussi à faire ça. » Mais c'est sûr que pour reprendre tout ce retard-là, il faut qu'ils aillent faire des acquisitions ou de très sérieux partenariats. On le sait déjà avec OpenAI, là, c'est en discussion avec Anthropic. Ils sont aussi en train de discuter avec les gens de Google pour mettre du Gemini derrière Siri. Donc, ils regardent partout. Et parallèlement à tous ces partenariats possibles-là, bien, il y a carrément de mettre à la main, d'acheter Perplexity ou Mistral. Mais là, j'imagine même pas le scénario où ils mettraient la main sur Mistral. Je vais être poli là, dans les mots que je vais utiliser, mais la scène que ça pourrait créer en France. Oui, ça c'est vrai. On va l'évoquer tout de suite. Vous avez remarqué qu'il a un peu de rancœur quand même, Bruno Guglielminetti, concernant Apple et l'iPhone. D'ailleurs, tout à l'heure... Je suis déçu. C'est pas de la rancœur. Il va nous faire son coming out tout à l'heure. Bruno Guglielminetti va nous faire son coming out et va nous annoncer une grande nouvelle technologique. Il a switché. C'est ça, Bruno. Tu vas tout nous dire tout à l'heure. Oui, si on a le temps, j'en parlerai. Mais effectivement, après 17 ans dans le merveilleux monde d'Apple, j'ai décidé de dire au revoir. Trop déçu de l'entreprise. N'en dis pas trop. N'en dis pas trop. On va garder ça. Ça sera notre petit dessert de la fin de Tech & Co de cette semaine. Jérôme, d'accord avec l'analyse de Bruno ? Oui, après, on sait on l'a dit plusieurs fois, qu'ils n'ont pas pris le virage, ou pas anticipé en tout cas l'IA générative, même par rapport à d'autres qui ne l'avaient pas anticipé, mais ils l'ont anticipé encore moins rapidement que les autres. Après, là, je pense qu'il y a trois mouvements, trois courants de pensée en fait, chez Apple, et ils ne savent pas trop vraiment sur lequel prendre. La possibilité, c'est de continuer ce qu'ils sont en train de faire, de développer en interne, sachant qu'ils ont perdu pas mal de personnes qui ont été débauchées par Meta ces dernières semaines. La deuxième solution, c'est de racheter un Mistral ou un Perplexity. Il faudrait dire que ça serait quand même une stratégie qu'Apple ne fait jamais. Apple n'achète jamais des grosses boîtes comme ça. Je pense qu'ils avaient racheté Beats, mais bon, c'était un peu différent. Mais ils ont racheté Shazam, mais bon, qui était un petit achat. Voilà, ils ne dépensent jamais des milliards de dollars pour acheter des entreprises. Et c'est pas pour autant qu'Apple n'achète rien. Ils achètent régulièrement des petites startups naissantes, des petites technologies intéressantes qui tuent, et ils gardent les ingénieurs, en fait, les têtes pensantes, et ils intègrent tout ça après dans leurs iPhones. Donc ça, c'est la deuxième possibilité, c'est de racheter une entreprise. Et la troisième possibilité, ce qu'évoquait Bruno, c'est d'aller voir chez un OpenAI ou chez un Google pour utiliser les modèles de ces entreprises. Donc, je crois qu'ils sont en train de se chercher encore. Je pense que là, ils sont dans la phase où ils essaient de voir s'ils sont capables de le faire eux-mêmes. Parce que c'est quand même la chose la plus importante, enfin, la voie privilégiée qui permettrait de garder le contrôle, de contrôler les coûts également, de ne pas avoir des coûts trop élevés. Mais s'ils n'y arrivent pas, ils faudront avoir des alternatives. Racheter Mistral, moi j'y crois moyen, très honnêtement, mais pourquoi pas, mais ça sera un deal à 15-20 milliards de dollars. Facile. Et puis après, le problème que soulevait Bruno, est-ce que la France va laisser partir Mistral ? Mais je ne sais pas si on a la possibilité de s'en ça fait partie de ma question. Qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, les droits de vote sont détenus par les fondateurs, la majorité des droits de vote sont par les 3 fondateurs de Mistral. Donc le gouvernement pourrait s'y opposer, mais bon, après, c'est une entreprise comme une autre, c'est pas une entreprise publique. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais Arthur Mensch, qui est le patron de Mistral, dès que Emmanuel Macron parle d'IA, il prend l'exemple d'Arthur Mensch et de Mistral, qui est notre pépite, qui est notre fleuron. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... tu vois, si demain Apple rachète ça, même si, par exemple, les labos restent en France, qui est une probabilité, on est d'accord, comme Meta l'a fait avec l'équipe de Yann Lequin, ça serait quand même un coup dur. Après, ça dépend comment c'est présenté. Et puis, Mistral peut très bien le présenter en disant, mais nous, même si on est la pépite européenne, on reste petit par rapport à un OpenAI et un Anthropic et les autres. Et si on ne se fait pas racheter, peut-être qu'un jour, on disparaîtra. Donc, tu as un narratif à développer, mais moi, j'y crois moyen. En tout cas, une chose est sûre, Fred, c'est que si Apple rachète Mistral disparaît. Il sera intégré, sera complètement digéré dans Apple. Après que l'entité reste en France, les labos restent en France parce que... Ouais, mais combien de temps ça sera un truc, encore une fois, tu vois. Après, en plus, c'est pas dans la culture d'Apple de faire ça. Non, c'est pas dans la culture d'Apple. Il y a une logique parce que, en plus, les modèles de Mistral sont plutôt des modèles compacts. Ils ont plein de choses même dans leur ADN technologique qui résonnent chez Apple. Sauf qu'ils sont open source. Ouais, ils sont open source. Ce qui n'est pas Apple.
Bon, après, sur l'IA aujourd'hui, il faut être assez ouvert. Mais tu vois, ils ont ce côté modèle compact. Ils ont aussi le côté d'être européens. Peut-être que ça peut intéresser aussi Apple de se dire, bah, tiens, ça nous fait quand même à des gens l'IA Act, RGPD, tout ça. On a quand même ces compétences qui vont s'attraper. Après, le gouvernement, oui, Emmanuel Macron, mais est-ce que tu crois qu'en ce moment, il suffit de suivre l'actualité pour dire est-ce qu'ils n'ont pas autre chose? Il y a d'autres sujets aujourd'hui pour le gouvernement que d'aller se battre sur ce non, tu as raison. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron, alors on peut tout lui reprocher, mais c'est un président qui est très tech, qui défend en fait la French Tech depuis le début. Si Arthur Mensch lui dit on peut rester indépendant, mais là OpenAI ils viennent de mettre 300 milliards, Google met ça, Claude Anthropique met tant. Si on s'associe pas à un gros, on peut pas. C'est fichu. Je pense que ça serait la seule raison pour laquelle ils accepteraient un rachat en fait. C'est de se dire ça en fait. Parce qu'ils peuvent pas rivaliser, donc il faut que. Et après il faut voir chez Apple, parce que comme l'a dit Jérôme, tu as EDQ qui est bon, t'as les deux là, tu as EDQ et Greg Federighi. EDQ il est très rachat. Lui dit moi je pense qu'il faut aller vite parce qu'ils doivent voir que voilà les autres sont en train d'avancer. Et puis de l'autre côté, tu as Greg Federighi qui lui il est un peu moins chaud là-dessus et il pense qu'ils peuvent eux-mêmes développer leur propre. Surtout qu'ils ont de l'argent pour développer, ils ont de l'argent, mais comme on l'a dit, ils se font débaucher leurs ingénieurs. Et puis après, il y a l'autre solution, c'est un Perplexity. Mais un Perplexity, c'est pas un modèle général comme peuvent l'être ChatGPT. Voilà, donc c'est pas le même. Enfin, les fondements sont pas exactement les mêmes. Bruno, à ton avis, si Apple rachète Mistral, ça va souffler ici, du côté de Paris, non? On ne parlera pas d'un deuil national, là, mais ce sera pour les initiés, ça sera un méchant camouflet. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est probablement, j'exagère un peu, là, mais c'est comme le porte-étendard du savoir-faire français dans le domaine de l'IA, de se le faire acheter par des Américains. Pas sûr que ça va bien passer, mais bon, comme le dit Frédéric, il y a tellement d'autres dossiers en France qui attirent l'attention. Peut-être que ce sera la question de ça fera l'actualité pendant 24 heures, puis après, il n'y a que nous qui allons nous en souvenir et qui allons le ramener à l'occasion. Est-ce que nous, enfin, je veux dire, au-delà de tout patriotisme et enfin, je veux dire, le fait de la souveraineté, est-ce que ça serait gênant, finalement, que Mistral parte du côté de chez Apple? Il faut voir les entreprises avec qui ils ont signé aujourd'hui. Tu vois, ils sont chez France Travail. Est-ce que c'est ces entreprises-là, comment elles réagiraient par rapport à ça en se disant, tiens, on nous a tout vendu. Après, c'est des contrats. Aujourd'hui, des entreprises signent avec des AWS des contrats un peu bloqués pour dire où sont mes données, où les gens qui signent avec Google, enfin Sense, qui est la Google Thales. Voilà, après, ça va être encore du juridique qui va se déclencher. Mais je pense que, pour répondre à ta question, si Apple rachète Mistral, je pense que le côté vente de modèles LLM, ça sera fini en fait. Ils n'iront plus chercher des clients français, ils intégreront tous les modèles sur leur... Mais bien sûr, c'est terminé tout ça. Donc il y aura le côté, parce qu'en fait aujourd'hui, l'avantage de Mistral, alors, les modèles, ils sont assez compétitifs, ils ne sont pas les meilleurs du marché, mais c'est un modèle européen, ils vont lancer leur cloud européen, donc c'est ça en fait aujourd'hui l'avantage compétitif concurrentiel de Mistral. Si ça n'existe plus, il faudra savoir les entreprises françaises ou même les administrations, où elles iront en fait. Et puis rappelons qu'il y a des investissements importants qui ont été annoncés lors des derniers rendez-vous sur l'IA avec des data centers qui étaient cofinancés par Mistral d'ailleurs, je crois. Et puis encore une fois, par Mistral et par MGX qui est le fonds de Dubaï et Nvidia aussi. Et Nvidia, oui. C'est ça, ils n'ont pas toutes les cartes en main. Enfin, cela dit, tout ça c'est peanuts si maintenant Apple met 10 milliards sur la table. Oui. Non, mais c'est une anecdote. Et puis autre chose, c'est que Mistral est quand même français. Tu vois, ce serait un acteur européen, vraiment, où il y aurait des Allemands qui seraient dans le capital, il y aurait des Hollandais, des Italiens, tout ça, tu te dirais non, là, c'est sûr, ça partira pas. Là, à mon avis, même s'il y a un peu de résistance, ça partira chez Apple. Bon, en tout cas, c'est un épisode de l'actualité tech qu'on suit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Sylvain Trinel nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Sylvain, de la rédaction de Tech & Co. Et avec des ventes en augmentation de 225% sur un an, Sylvain, BYD s'impose aujourd'hui comme l'une des valeurs sûres de l'automobile en Europe. Et oui, 13 503, c'est le nombre de véhicules vendus sur le sol européen Royaume-Uni, inclus au mois de juillet 2025. C'est 4 666 voitures de plus que son concurrent américain Tesla. Ces chiffres, on a pu les avoir par
par l'Association des constructeurs européens qui a présenté pour la première fois les données d'immatriculation de BYD. BYD qui double Tesla. Alors, évidemment, ce n'est pas une nouveauté pour le sol européen. En avril déjà, le Chinois avait dépassé l'entreprise dirigée par Elon Musk. Et de janvier à juillet, Tesla conserve quand même une petite avance, mais voit quand même ses ventes s'effondrer de 33%, quand BYD fait un bond spectaculaire de 290%, rien que ça. Et cette bonne santé, elle est notable parce que le marché de l'automobile neuf est en berne, on le sait, on en a beaucoup parlé sur BFM Business. Il est en recul de 0,7% dans l'Union européenne, même si les ventes de véhicules électriques, elles, progressent. À cela s'ajoute la surtaxe européenne sur les voitures chinoises, autant de nuages noirs qui ne semblent de toute façon pas avoir d'impact sur BYD. Alors comment fait Sylvain BYD pour se maintenir en bonne forme comme ça ? Eh ben, il diversifie ses produits, tout simplement, parce qu'il y a les véhicules 100% électriques, on connaît BYD par ce biais, mais il s'essaye aussi au modèle hybride qui représente près de la moitié des ventes en Europe depuis le début de l'année, tout constructeur confondu, et l'entreprise, elle peut compter aussi sur les aides de l'État chinois pour maintenir des prix très compétitifs malgré les taxes. Un peu de concurrence évidemment pour Tesla, ça fait jamais de mal, mais il faut quand même calmer un petit peu l'engouement parce que face aux grands groupes européens du secteur comme Volkswagen ou Stellantis, j'en parlais hier d'ailleurs, BYD reste un tout petit acteur. Le groupe chinois ne pèse ainsi que 1,1% en Europe, mais c'est toujours plus que les 0,3% de juillet 2024. Face à lui, Tesla a chuté de 2,3 à 1,5%. BYD a au moins le mérite de ne pas être parti dans le complotisme et les outrances sur les réseaux sociaux. C'est peut-être ça la solution finalement. Ouais, et c'est aussi de bonnes voitures. Oui. Comme tu le disais très justement, c'est vrai qu'il y a une diversité de modèles. Ils font de l'hybride, ils ne font pas que de l'électrique, comme le fait Tesla. Et à des prix compétitifs, effectivement, là où Tesla est quand même parti très rapidement dans les prix. Et puis je vous rappelle que la petite Dolphin arrive, la BYD Dolphin, qui va être à, je crois, à 20 000 €, et elle sera assemblée en Europe pour justement éviter les surtaxes de douane européennes, ce qui fait que cette voiture sera éligible même au bonus écologique. Celle-ci, elle va faire mal aux concurrents européens. C'est-à-dire qu'on pourrait, enfin, je veux dire, en réfléchissant un peu, on pourrait avoir une voiture électrique suréquipée, que la rédaction de Tech & Co, d'ailleurs, et Julien Bonnet a testé, à 15 000 €. C'est quand même assez impressionnant. Et à côté de cela, Tesla ne se renouvelle pas, pas ses modèles. Même en termes de design, d'ailleurs. Un petit modèle de Tesla qui n'arrive toujours pas, Jérôme. Oui, alors je pense que... ça fait quand même plusieurs mois que les ventes baissent. Et au début de l'année, on disait oui, parce qu'il y a un renouvellement de la gamme qui explique que les ventes baissent. Et la tendance, en fait, finalement, elle se poursuit depuis plusieurs mois. Donc, c'est au-delà de ce phénomène. Il y a la marque, je pense, qui est vraiment saccagée, ou en tout cas qui a perdu de son lustre. Aujourd'hui, Tesla, quand ça arrivait, c'était la voiture que tout le monde voulait. Aujourd'hui, c'est parfois une honte d'avoir une Tesla. Non, mais ce qu'il y a de dingue, je te coupe 2 secondes, c'est quand même incroyable de se rendre compte qu'une marque peut être associée à un seul homme. Bah oui, mais depuis le départ, en fait. Il incarne tellement cette marque-là. Ouais. Que, en fait, il l'a précipité dans la difficulté. Mais il a fait quand même monter. C'est aussi Tesla, c'est bâti sur sa personnalité aussi. Oui. Donc c'est vrai que depuis ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans depuis qu'il est on va dire qu'il est passé de l'autre côté de la force. Enfin, là, on ne sait plus trop où il est. Hein. Oui, là, on ne sait pas de quel côté de quelle ligne, de quel côté il est là. Oui. Non, et je voulais juste dire sur BYD, moi j'ai été surpris parce que je suis parti de Paris pendant 2 mois. Je suis revenu, j'ai l'impression que je vois que des BYD à Paris. Je sais pas, l'autre jour, j'en ai vu 4-5 d'affilée. Il y a eu une invasion de BYD pendant tes vacances. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais même des showrooms, il y en a. Enfin, nos studios sont dans le sud de Paris, à côté de Boulogne-Billancourt. Et sur une des grandes avenues de Boulogne-Billancourt, il y a un grand showroom BYD. Et c'est vrai que tu vois, il y a plusieurs voitures exposées. Et les gens sont attirés, plus de 225% quand même de ventes. Et comme tu dis, le prix, l'attractivité, ils reprennent. Si on n'a pas la prime, enfin voilà, il y a des conditions commerciales qui sont quand même. Et puis surtout, pas mal. Pour le prix d'un véhicule, on va dire lambda chez Citroën ou chez Renault, vous êtes suréquipé. Vous avez les derniers. Vous avez des fonctions de voitures autonomes qui sont plutôt réservées à des véhicules plus haut de gamme. Voilà. Enfin, c'est les voitures qui donnent envie.
C'est ça qui est fou. Et puis, il faut que Tesla se renouvelle, hein, tout simplement. Ouais. Hein. Les gens aiment bien la nouveauté. Je ne sais plus qui nous disait ça il y a quelques temps, qui nous disait, je crois que c'est Jean Petit, qui travaille avec Yves Maître, là, chez c'est Jean Schmitt. Jean Schmitt, pardon, pas Jean Je me Petit. disais Jean Petit. Non, c'est Jean Schmitt, qui nous disait, avant, oui, il était impressionné, il aimait bien ce grand écran Tesla, et du coup, quand il a essayé la nouvelle Renault 5, il a dit, mais la Renault 5, ça y est, moi je veux la Renault 5, quoi. Elle est beaucoup plus sexy à l'intérieur que la Tesla. Donc voilà, il y a vraiment besoin de se renouveler. Et c'est vrai qu'Elon Musk, alors au-delà de son image, mais peut-être qu'à lui aussi de rebooster un peu ses ingénieurs en disant, bon les gars, là, vous avez vu SpaceX, ça y est, on a fait décoller la grande fusée. X, on est en train on essaie d'avancer, Grok, voilà. Bon, Tesla, maintenant, il faut me donner un petit coup de boost, quoi. Bruno, est-ce qu'on roule en BYD au Québec? Non, et au Canada, ils ne sont pas encore très présents parce qu'il y avait vous savez, on a des voisins américains. Ouais, vos ex-copains, vos ex-petits copains. Des ex-petits copains, oui. Et donc, Détroit, c'est très près de Windsor. Hein. Vous savez, je ne sais pas si les gens qui nous regardent le savent, mais pour faire une voiture en Amérique du Nord, le même véhicule doit passer la frontière 7 à 8 fois, dépendamment des modèles, parce qu'il vient faire une partie d'une partie de sa voiture au Canada, retourne aux États-Unis, par la suite, il revient. Donc, c'est du mouvement perpétuel. Et donc, la voiture américaine était très présente ici. Et Tesla, évidemment, avant ses pérégrinations politiques, là, était très présent ici. C'était un peu comme en Europe, la voiture à avoir. Mais bon, avec les fâcheux engagements qu'il a pris dans la vie politique, la marque a descendu. D'ailleurs, j'entends parler déjà que dans les universités en communication, en marketing, on est en train d'étudier justement le fait dont vous parliez, là, comment un homme a porté une marque, mais comment un homme a ramené une marque par terre. Cas d'école, franchement, ça doit être enseigné dans les écoles de marketing, ce truc-là. Tu as tout à fait raison. Mais le problème, puis vous le disiez, puis c'est le problème pesant, c'est que là, on ne se renouvelle pas. Et même le Cybertruck, comme véhicule, qui devait être la plus belle merveille du monde, les gens, à part les mordus là, de non, mais puis Tesla... En plus, c'est une question... Après, c'est personnel, mais je trouve ça tellement moche, quoi, le Cybertruck. C'est horrible, quoi. Et c'est pas si solide que ça. Et d'ailleurs, la petite publicité, vous l'avez probablement vu passer cet été, quand l'armée américaine a dit qu'ils achetaient des Tesla, mais pour les utiliser comme cible pour lancer des missiles. Je suis pas sûr que ça fait... On se croirait chez Top Gear. Oui, c'est ça, on se croirait dans un épisode de Top Gear. Il y a autre chose aussi à rajouter, c'est quand même que là, on parle de Tesla, on parle de BYD, mais la concurrence aussi, c'est pas mal bougé. Hein. On a quand même, j'ai très rapidement parlé de la Renault 5, mais on voit toutes les marques, les BM, les Renault, tout ça. Ils ont beaucoup bougé parce qu'à une époque, c'est vrai que la plus sexy était quand même Tesla. Quand on voulait un véhicule électrique, on voyait les autres ils hésitaient à casser des codes. Voilà. Oui, et puis, ils avaient une clientèle qui était très sur le moteur thermique, il fallait un peu les habituer. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, des gens qui voulaient de l'électrique, qui étaient habitués à BMW ou Audi, enfin, mais je pense des marques luxe américaines, allemandes, pardon, se disent, tiens, finalement, en revenant dans ma marque d'origine que j'ai toujours aimée et tout ça, je vais avoir de l'électrique ou de l'hybride plutôt pas mal. Eh bien, je me tourne vers eux. Surtout que faut pas oublier que le Tesla, c'était pas du grand luxe, quoi. Enfin, Tesla, c'est bon, c'est bien, mais quand on a connu le luxe de certaines, soit du haut de gamme des voitures françaises, soit certaines voitures allemandes. Bah oui, le haut de gamme, il est quand même chez eux. Donc, quand ils commencent à faire du haut de gamme avec de l'électrique, on se dit, tiens, je suis peut-être mieux avec mes coutures en cuir, tout ce que tu veux, mes beaux fauteuils, que là, chez Tesla, où parfois c'est un... Non, mais au-delà de BYD, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que voilà, on sent que la brèche est ouverte et que les véhicules électriques chinois vont arriver en Europe et en France. Voilà. Je vous rappelle qu'avant BYD, il n'y avait pas énormément de véhicules chinois qui circulaient sur les routes. Hein. Et là, ça y est, c'est une brèche. C'est intéressant. Hein. Et après les smartphones, après les robots, après tout le reste, vous allez voir, les véhicules électriques chinois qui sont d'excellente qualité vont arriver chez nous. Bruno, oui, je t'ai coupé la parole, pardon. Non, c'est moi qui l'ai coupé, mais je dis, à BYD, c'est le cheval de Troie. Exactement. Et il donne le goût.
d'être curieux et de regarder. Moi, je me souviens la première fois qu'on l'a vu quand il a fait son apparition au CES de Las Vegas, tout le monde était curieux de voir ce véhicule-là. Et puis, bon, là, ça fait des années là, que la première démonstration, mais par la suite, ils sont renouvelés avec différents modèles. Là, je parle du domaine de l'électrique et ils n'ont pas à décevoir. Et quand on regarde les autres fabricants, puis là, j'élargis plus asiatiques, c'est fort intéressant ce qu'ils nous présentent et ça l'expérience du haut de gamme, mais avec des prix fort abordables. Et ça, à un moment donné, dans le contexte économique où on est, ça vient chercher une part du raisonnement d'un consommateur. Justement, un BYD, oui, ils veulent bien être le fer de lance, enfin, ils veulent bien être l'éclaireur de tout ça. Ils ont aussi envie d'écraser tout le monde, y compris tous les Chinois. Ils ont envie d'être le seul acteur. Oui, mais bon, après, c'est plutôt... Bon, après, c'est la concurrence, c'est ça. Les Huawei, les Xiaomi, tout ça. Les Xiaomi, tout ça, ils vont arriver aussi. Xiaomi a annoncé qu'en 2027, les premiers véhicules électriques Xiaomi arriveront en Europe. Donc, voilà. Juste un dernier truc. Ouais. Sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a 10 ans, personne n'aurait imaginé que des consommateurs achèteraient une voiture chinoise. Personne. Parce que c'était la mauvaise image. Et même un smartphone. Il y a 10 ans, on n'achetait pas les smartphones chinois. Aujourd'hui, on n'achetait rien de chinois. Exactement. C'était vraiment du gadget, quoi. Du gadget. Et en fait, c'est là où on se rend compte que en fait, la Chine est beaucoup plus avancée qu'on veut bien le penser parfois sur le plan industriel et que les marques chinoises, elles n'ont rien à envier aux marques américaines et encore moins aux marques européennes sur la high-tech, en fait. Et donc, il y a que ce soit des smartphones ou que ce soit des voitures, elles sont d'aussi bonne qualité. Mais je vais te dire, tu dis qu'elles n'ont rien à envier. Je pense que c'est même aujourd'hui l'inverse. Oui. C'est-à-dire que je veux dire, il y a une avance technologique chinoise que les Américains n'ont pas toujours. Non, une avance technologique et surtout, il n'y a pas de truc historique, en fait, à changer. Donc, ils partent de zéro. Donc, c'est beaucoup plus facile quand tu pars de zéro quand tu as des grosses navires à faire évoluer. On enchaîne avec un autre sujet, cette fois-ci Meta et le marché plutôt porteur des lunettes connectées chez Meta. Autant le métaverse a été quand même un sacré bide, mais les lunettes connectées, contre toute attente, ça marche plutôt pas mal. Les Ray-Ban Meta ont cartonné. Ça a été dans le top des ventes chez les opticiens là ces derniers mois, c'est dingue. Et ça se poursuit. Et alors, évidemment, Mark Zuckerberg sent le filon se poursuivre finalement et annonce, en tout cas Meta devrait annoncer dans les jours et les semaines qui viennent une nouvelle paire de lunettes qui irait encore plus loin dans la connectivité puisqu'elles auraient un affichage dans les verres. Bruno, est-ce que tu as entendu parler de cette... Alors, c'est même plus une rumeur, je crois. Hein. C'est un fait acquis. Je crois que dans 15 jours ou 3 semaines, Meta dévoilera ses lunettes. Ouais, là, on parle de ce qui est appelé et baptisé Hypernova. Et effectivement, c'est le pas en avant dans l'évolution de sa paire de lunettes. Faut dire qu'ils ont... Quand je regarde Mark Zuckerberg, il a manqué la coche avec son métavers et j'ai l'impression que là, il voit son avenir passer par l'IA et par les lunettes connectées. Et donc, il est vraiment en train de tout investir là-dedans. Il voit que les lunettes connectées, ça a marché dans la dernière année. Et là, l'idée, c'est de se dire, si on peut avoir un écran, on commence par un écran, puis après, on verra si le deuxième le prend. Mais si on peut rajouter dans l'expérience d'utilisation, il y a du terrain à gagner. Puis ils vont tranquillement. Hein. Je regardais les derniers chiffres. Là, on ne parle pas de millions pour ce nouveau modèle-là. Mais si on peut en vendre quelques centaines de milliers, on va être content. Et on met le pied dans l'engrenage et pour, par la suite, arriver avec autre chose. Mais ils vont apprendre, c'est la bonne nouvelle, et ils vont apprendre avec ce modèle-là qui va être beaucoup moins onéreux qu'un Vision Pro. Ça, c'est la bonne nouvelle. On est à $800, je crois, non? C'est la rumeur. Ouais, il y a un marché pour ça. Oui, c'est clair. Tu sais, il y a des montures aujourd'hui chez les opticiens qui coûtent plus de 800 €. Hein. Voilà, des montures haut de gamme, on va dire, de grands couturiers. Donc finalement, c'est pas complètement délirant. Je trouve que c'est très malin de la part de Meta parce que petit à petit, on ajoute de la technologie sur un objet qui ne l'était pas historiquement. Ça a été les micros, les haut-parleurs, les petites caméras, et maintenant on va avoir un petit affichage, tout ça petit à petit pour nous préparer effectivement après peut-être à cette paire de lunettes holographiques qui remplacera le smartphone, non Jérôme? Qu'est-ce que tu penses? En tout cas, c'est la vision de Mark Zuckerberg. Donc, quand il parle de métavers, il y avait les casques de réalité virtuelle et il y avait aussi ces lunettes. En fait, la vision finale, c'est d'avoir des lunettes où tout le monde porte et tout s'affiche sur les lunettes. Donc là, on en est encore loin parce que il y a un modèle qui a été présenté il y a quelques mois, quelques années, c'était l'an dernier, il me semble, où le coût de production est pharaonique, notamment le coût des verres, en fait, parce qu'il faut les produire à la main, enfin à la demande, parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Donc,
c'est des défis qui sont technologiques pour avoir la batterie notamment, pour que ça ne se chauffe pas, qu'on puisse garder ses lunettes assez longtemps. Et puis c'est des défis de coût. Mais en tout cas, ouais, on voit qu'ils progressent sur ce côté-là. Et heureusement, parce qu'ils ont investi des dizaines de milliards depuis ces dernières années. Donc là, il y a ce premier modèle qui va arriver. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il permettra de faire. Mais les prévisions ne seraient pas très... Enfin, donc le chiffre de 150 à 200 000, c'est un analyste taïwanais qui est très réputé qui le sort. Donc on voit que c'est vraiment pour tâter le terrain. En fait, ce n'est pas encore aujourd'hui un gros produit commercial. Ils vont produire peut-être même pas plus que ça parce que ça leur coûtera trop d'argent de produire davantage. Mais en tout cas, voilà. Je crois qu'à 800 €, enfin si elle coûte $800, ils perdraient de l'argent avec ce type de modèle. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais après, je trouve que c'est justement, tu dis une stratégie intelligente, je trouve justement c'est la stratégie intelligente de ne pas sortir comme les Google Glass, hein, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais le produit universel qui va répondre à tout. Non, ils tapent petit à petit la Ray-Ban Meta, voilà, pour la vue. Et puis peu à peu, ils vont aller vers est-ce qu'il n'y a pas des paires de lunettes qui vont plus être pour la santé, d'autres pour le sport, d'autres pour le loisir de divertissement. Ça va me donner des traductions, des informations sur les monuments. On verra certainement arriver un moment un modèle plus professionnel pour aider peut-être dans le monde de la santé, enfin dans le monde de la formation, tout ça, dans le monde domestique. Et je trouve que là, c'est là où ils ont appris vraiment du futur, de ne pas arriver avec un rouleau compresseur en disant voilà, on a compris, c'est ça. Et par petites touches, alors après, selon les prix, en plus, ça leur permet de tester les prix aussi, de voir est-ce que les gens sont prêts à lancer, alors qu'ils ont déjà un smartphone à 2 000 €, est-ce qu'ils sont prêts à mettre 1 000 € dans une paire de lunettes connectées. Et je trouve que c'est plutôt intelligent. Les partenariats aussi, hein, aller chercher un EssilorLuxottica qui est un spécialiste des verres, qui a tout un tas de brevets sur les verres. Parce qu'il faut oublier que les lunettes, ça a aussi des verres correcteurs, quoi. Donc il faut... Mais alors, l'interrogation, Bruno, je ne sais pas si on le sait, mais est-ce que ce seront des Ray-Ban, ces lunettes? Je ne sais même pas si c'est un partenariat avec EssilorLuxottica. Tu sais, ils ont fait un partenariat avec Oakley déjà, donc ils ouvrent. Non, mais cette nouvelle monture, est-ce qu'elle va... Non, je ne pense pas. Tu vois, donc ça va être quoi? Ça va être des lunettes méta? Oui, ou des distributeurs. Enfin, il y a des. Parce que rappelons que ce qui fait le succès des Ray-Ban Meta, c'est Ray-Ban. Hein. Enfin, je veux dire, ce qui a rassuré tous les utilisateurs. Pardon, Bruno? J'allais dire, au départ, c'était l'association avec Ray-Ban, mais après, les gens ont trouvé que c'était intéressant d'avoir ces lunettes-là, puis on parlait des lunettes de Meta. Mais bon, sachant que Estetica est derrière autant les Ray-Ban de Meta que les Oakley de Meta, on pourrait sortir en marque blanche avec Meta là-dessus, ces lunettes-là. Mais c'est sûr que d'être joint ou d'utiliser une marque qui est connue, ça permet de rentrer encore plus facilement dans un marché. Mais comme ce sont des lunettes, et c'est Frédéric qui le disait, comme ce sont presque des lunettes expérimentales, peut-être que simplement d'avoir un nom, par exemple Hypernova, et d'avoir une collection, ça pourrait faire la place pour tester. Exactement, mais ça va être intéressant. Juste pour rebondir, moi je pense que le succès, donc Ray-Ban, bien sûr, ça a été important qu'il soit associé à Ray-Ban, mais là, Zuckerberg l'a dit, c'est le moment où les ventes ont commencé à exploser, c'est quand ils ont ajouté l'IA en fait sur les ventes. Et Mark Zuckerberg dit toujours que l'IA, les lunettes, c'est le meilleur moyen pour utiliser l'IA en fait aujourd'hui, parce que via une caméra qui peut vous permettre de savoir tout ce qui se passe. Et donc ça, il y a aussi ce côté-là où il profite un peu du fait que l'IA générative arrive, et donc ça donne des raisons de plus pour acheter ces lunettes. Bruno, Jérôme et Fred, on revient dans un instant. Il est quasiment 20h30, la petite pause qui va bien, et on attaquera notre dernière demi-heure de Tech & Co, la quotidienne, avec encore plein de sujets intéressants. On va évoquer bien notamment Google, qui n'est pas si consommateur d'énergie que ça lorsqu'on pose une requête à Gemini. C'est assez intéressant. Et puis voilà, quelques autres petits sujets et le coming out de Bruno Guglielminetti. Mais ça, c'est que si vous êtes gentil. Voilà, restez avec nous. À tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, avec toujours Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de Mon Carnet d'actualité numérique et de ses 120 secondes de tech. Bruno qui est avec nous depuis le Québec, donc. Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr. Je vous invite à découvrir et à vous abonner à sa newsletter. Et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business.
Avant d'attaquer Google, un mot sur encore un petit sujet lié à Meta. C'est Meta qui s'associe. Alors on aurait pu croire que c'était avec son pire ennemi, Midjourney, qui, rappelons-le, est une IA générative qui permet de générer des photos, etc., mais qui existe depuis longtemps d'ailleurs. Et donc Meta s'associe à Midjourney. Alors qu'on aurait pu croire qu'ils avaient ça en rayon, en stock, maison, finalement. Mais ils ont une IA qui permet de faire des images, mais elle est quand même beaucoup moins développée. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous en avez parlé, c'était avant l'été, mais ils ont investi beaucoup d'argent pour débaucher des ingénieurs spécialisés dans l'IA. Et donc, on pourrait se dire, ben voilà, ils veulent renforcer leur capacité à développer leur modèle. Et finalement, ils s'associent avec Midjourney. Et en fait, il y a deux courants chez Meta. Il y a le courant, est-ce qu'on continue à développer nos propres modèles, sachant que notre dernier modèle, il n'a pas été très bien reçu, ou alors on commence à s'associer avec d'autres. Et donc, pour l'instant, la voie n'est pas encore décidée, Mark Zuckerberg n'a pas encore décidé, mais il met déjà un premier jalon en s'associant à Midjourney, et ça ouvre un peu la porte au fait que peut-être que demain, l'IA Meta AI, ça sera plus développé par Meta, mais ça sera des entreprises, des startups, ou même, pourquoi pas, Google ou OpenAI qui s'en occupera. Mais quand tu regardes Alexander Wang, une partie Scale AI qui a été racheté en partie Meta a réintégré, du coup, c'était une façon de recruter aussi ce gars qui, visiblement, est un génie de l'IA. Lui, il a une stratégie, je lisais ça dans la presse, là, sur un portrait de lui, c'est une stratégie, ils appellent ça all of the above, c'est-à-dire tout ce qui précède. C'est-à-dire que lui, il est ouvert à tout. C'est-à-dire ce qu'ont fait les autres est mieux, on va l'intégrer. Là, on a recruté des talents. Tu vois, il est vraiment prêt à tout. Et lui, il est plutôt dans cet esprit de ils font ça mieux que nous. Est-ce qu'on a beaucoup de retard? On a 6 mois de retard, c'est trop. Ce que tu dis, ça tient la route, parce que finalement, quand tu vois le mercato que Meta a fait en se payant les meilleurs ingénieurs, c'est peut-être justement sous l'impulsion de ce monsieur qui a dû se dire, tu sais quoi, Marc, il faut que tu prennes les meilleurs. Ouais. Si on a les meilleurs, on va cartonner. On va cartonner. Et puis ça évite aussi à Meta, en se fixant avec un Midjourney, d'aller voir les Canva, les Dali, enfin d'aller chercher d'autres en disant on va faire un petit bout avec eux. Là, écoutez, on va choisir un. On va foncer avec lui, on va signer des accords, on va voir, on aura accès en exclusivité à leur première bêta et tout ça. Et allons-y. Et Alexander Wang, il est dans son mindset, il est assez comme ça. Bruno, c'est quand même un petit peu aussi un constat d'échec, non, pour Meta? Le fait de laisser rentrer comme ça, une IA générative d'images plus performante que celle qu'on a à la maison. Moi, je dirais que on va chercher Midjourney, on va chercher un savoir-faire qui est propre à cette entreprise-là, qui font dans la vidéo, dans l'image. Et je pense que c'est un bon signal qu'on envoie. D'une part, c'est qu'on met l'argent, on ne dépense pas l'argent pour la brûler. On va chercher la connaissance où elle est. Et contrairement à ce qu'on a fait avec leur équipe, super équipe de vedettes d'IA, on ne va pas chercher les cerveaux, mais on va chercher on s'associe avec l'entreprise. Moi, je trouve ça très habile. C'est une première. Et j'ai l'impression qu'ils auraient peut-être dû faire ça avant. Question de bonifier l'expérience de l'IA. Peut-être qu'en s'étant associé très tôt avec les gens d'Anthropic ou avec les gens d'OpenAI, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais avec ces gens-là, peut-être qu'ils seraient encore plus loin dans l'offre et l'intégration de l'IA dans leur expérience. Mais à quelque part, c'est le même dilemme que Apple. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée à l'intérieur ou est-ce qu'on va s'associer avec des gens qui font mieux des gens à l'extérieur? Moi, je vois deux choses aussi. La première, c'est que Midjourney est assez facile d'accès. Nous-mêmes, on peut l'utiliser. C'est un peu le ChatGPT de la vidéo, de la photo. Et ça, Facebook, je pense qu'il l'apprécie pour des annonceurs qui peuvent avoir, en disant, tiens, voilà, on a cet outil-là. Et puis, autre chose auquel je suis en train de penser, c'est tout ce qui concerne les droits d'auteur. Tu sais, tout ce qui concerne les usages de... finalement, on va partager les risques. C'est-à-dire en travaillant avec Midjourney, Midjourney a déjà très avancé dans ce domaine sur sur les œuvres protégées. On sait, on va aller piocher des images à droite à gauche, et c'est un moyen aussi pour Facebook de partager un peu le risque, la réputation, tu vois. Si on dit attention, ça a été copié là, on va voir avec Midjourney, tu vois, c'est pas nous le méchant Meta. Il y a peut-être aussi cet aspect-là, tu vois, qui peut être un point qui explique cette alliance. Moi, je pense que c'est un aveu d'échec. D'accord. Oui, après qu'il le fasse pas tout seul, oui. Attendez, quand même, parce que Meta se veut être
l'excellence dans l'intelligence artificielle. Quand on investit autant qu'a investi Mark Zuckerberg dans l'IA, et surtout ça intervient quelques mois après qu'ils aient débauché autant de personnes. Donc ils ne laissent même pas la possibilité aux gens qui sont en place de travailler. Donc moi, je sais pas ce qui s'y passe. Je pense qu'il y a vraiment ces deux courants, en fait. Moi, je vois ça comme un ballon d'essai, en fait. Ils regardent, on continue en interne pour savoir si on peut y arriver en interne, comme Apple tout à l'heure, comme disait Bruno. Et en même temps, on commence à voir si des partenariats font sens. Et à la fin, à mon avis, ils décideront, ça sera soit l'un, soit l'autre, ça sera pas les deux. Et peut-être qu'un jour, s'ils rachèteront Midjourney, ça serait peut-être plus, ça ferait plus de sens s'ils rachètent Midjourney plutôt que s'associer avec eux. Ouais, mais regarde la stratégie de Zuckerberg, ça a toujours été comme ça. Il a racheté Instagram, il a racheté WhatsApp. Là, il peut plus racheter. Il peut plus racheter autant qu'il veut parce que est limité par. Sinon, il a abus de position dominante. Et là, moi, je trouve ça. Je sais pas. Alors, statut d'échec peut-être sur les développements qui ne sont pas allés assez vite. Après, se dire, je prends ce qui marche là. Pourquoi pas quoi. Je pense que d'autres entreprises auraient fait ça avant. Elles auraient peut-être avancé plus vite. C'est sûr. Voilà pour cette information assez étonnante quand même. Je vous propose maintenant d'évoquer l'un des points noirs de l'IA générative qu'on évoque souvent. C'est que l'IA est souvent critiquée, vous le savez, pour sa consommation électrique qui est affolante, accusée d'être un gouffre énergétique. Face aux critiques qu'on entend souvent sur ce thème, les gens de la tech en fait tentent de rassurer et certains diront même de minimiser en fait cette consommation en donnant des chiffres précis. Anthony Morel en parlait dans Good Morning Business, on l'écoute. C'est vrai que l'IA, ça consomme de l'électricité. C'est pas un mystère, que ce soit pour entraîner les modèles et puis pour les utiliser au quotidien, c'est vrai. Mais c'est intéressant d'avoir des éléments précis parce qu'il y a eu beaucoup d'estimations assez alarmistes, parfois un peu farfelues. On a lu que, par exemple, un prompt sur ChatGPT, c'était l'équivalent de la consommation d'une ampoule pendant 20 minutes ou ce genre de choses. Et là, on a une sorte de contre-offensive. Alors, à prendre avec des pincettes parce que c'est les géants de la tech eux-mêmes qui donnent les chiffres et qui font des études de Google et d'OpenAI. Google, par exemple, a publié une étude assez intéressante ces derniers jours où ils expliquent qu'une requête sur Gemini, donc un prompt sur leur IA générative, ça consomme 0,24 Wh. C'est l'équivalent en énergie de 9 secondes de télévision, donc on n'est pas sur 20 minutes d'une ampoule, et en termes de consommation d'eau, c'est 0,26 millilitres, donc c'est 5 gouttes d'eau. Voilà. Et Sam Altman, le patron d'OpenAI, quelques semaines auparavant, avait donné d'autres chiffres, lui disait un prompt sur ChatGPT, c'est 0,34 Wh, donc c'est l'équivalent d'un four en une seconde en termes de consommation électrique, et c'est 1/15 de cuillère à café en termes de quantité d'eau. Alors, je sais pas, j'ai pas le taux de conversion entre les gouttes d'eau et les cuillères à café. Bon. C'est toujours un peu compliqué de comparer des pommes et des bananes, mais on est dans un ordre de grandeur qui est similaire et qui est quand même assez loin des estimations un peu folles qu'on avait vues jusqu'à présent. Encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que ces chiffres viennent des géants de la tech eux-mêmes. Mais c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la tendance vers de plus en plus d'efficacité énergétique parce qu'on a des architectures de data centers qui sont de plus en plus efficaces. On a des puces qui sont de plus en plus efficace, ce qui fait que la quantité d'énergie utilisée par un prompt a été divisée par un facteur de 33 en l'espace d'un an chez Google par exemple, ce qui est pas mal. Est-ce qu'on nous aurait menti, les amis ? Finalement, est-ce que cette IA générative qu'on accusait de tous les maux, ne consommerait pas autant d'énergie que cela ? Bruno ? La réponse à ça, c'est que, évidemment, si on prend la requête à l'unité, ça ne fait pas beaucoup de demande de l'énergie. Sauf que le problème, c'est qu'au moment où on est en train de se parler, chaque minute, c'est des millions de requêtes qui sont faites. Alors, accumuler les gouttes d'eau et accumuler les 9 secondes de regarder la télé, ça commence à faire beaucoup. Et c'est ça qui est embêtant. Puis après, quand on regarde beaucoup plus concrètement, quand on arrive dans les méga-centres de données qui sont construits pour permettre aux gens d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est toute la demande en énergie. Autant de l'énergie pour faire fonctionner que d'eau potable, d'ailleurs, pour le moment, pour refroidir tout cet équipement-là. Ça fait beaucoup sur certaines communautés. Et c'est là où le bas blesse. Puis je vous dirais, tout à l'heure, je parlais de nuages gris qui passaient au-dessus de la tête de certains. Quand on parle de l'intelligence artificielle, il est là le problème avec l'intelligence artificielle et son acceptabilité sociale.
Oui, c'est vrai, c'est le volume là qui fait peur. Parce que bien sûr, 9 secondes de Netflix, on se dit, ouais, ok, d'accord. Mais bon, comme le dit Bruno, c'est des millions et des millions de requêtes toutes les secondes, 24 heures sur 24. Alors déjà, après, il faut préciser que c'est une étude qui a été faite par Google, qui n'a pas été... Il n'y a pas un huissier de justice qui est passé. Il n'y a pas de pairs qui l'ont regardé, donc qui l'ont étudié. Donc on faut les croire sur parole. Finalement, après, on les croit, on les croit pas, c'est un autre débat. Mais au-delà du chiffre... Bon, admettons qu'on les croit. Ouais, admettons qu'on les croit. Comme disait Bruno, c'est vrai que c'est le volume en fait qui fait, et surtout quand on va passer de l'ère à l'IA agentique qui va fonctionner tout le temps finalement. Donc c'est des consommations qui s'ajoutent et qui font des grosses consommations finales. Et surtout, je pense que on peut dire oui, c'est pas la consommation qui est importante, c'est aussi comment on produit l'électricité. Et notamment par exemple aux États-Unis où on sait que quand on voit ce que fait l'administration Trump, ils veulent pas produire de l'électricité verte, on préfère remettre des centrales à gaz ou des centrales à charbon. Le fait qu'on va avoir une demande d'électricité beaucoup plus importante, mais l'électricité sera moins décarbonée qu'elle est aujourd'hui. Et puis il y a l'impact sur les prix. Par exemple, aux États-Unis, les prix à l'électricité commencent à remonter à cause notamment de la consommation des data centers. Donc en fait, c'est pas que la consommation qu'il faut regarder, c'est un peu tout le reste. Après, est-ce que ça consomme pas moins que ce qu'on pensait? Peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est quand même positif. Après, c'est comme souvent ces innovations technologiques, au début, ça prend de la place, ça consomme beaucoup, et puis petit à petit, il y a des optimisations qui se font, parce que ça devient plus petit, ça chauffe moins, ça consomme moins d'électricité, etc. Ça nécessite moins de refroidissement aussi. C'est exactement ça, on a des modèles plus compacts, donc voilà, qui consomment moins. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est où est-ce qu'on en est dans cette maturité. Et ça, on ne sait pas, finalement. On avance à plus. Alors, est-ce qu'on en est au début? Il y a quand même un peu plus, pour en avoir parlé des développeurs, il y a quand même un peu plus l'histoire de l'éco-conception. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un moment, quand ils étaient lancés dans la course, tout le monde développait, pas n'importe comment, et ils ne sont pas faux, mais on commence à avoir des outils qui permettent d'aller lire le code et de dire, voilà, là on pourrait un petit peu optimiser le code. Donc tu as ce genre de choses. Tu as ce qu'ils s'appelle la distillation de modèles, tu vas les regarder. Il y a, je vais vraiment caricaturer, les purs vont m'en vouloir, mais les réseaux de neurones, évidemment, on voit les réseaux de neurones, c'est dans tous les sens. C'est un peu comme dans les arbres, quand on peut faire de l'élagage. On va aller voir un petit peu, est-ce que cette partie-là, on en a encore besoin, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc là aussi, il y a un moyen de réduire. Tu as aussi des PC qui commencent à avoir de l'IA sur le PC, donc on va consommer là localement, on n'est pas obligé d'aller chercher. J'ai pas l'impression que ça cartonne beaucoup cette histoire-là. Pardon ? J'ai pas l'impression que l'IA... ça arrive. On va en parler dans Tech & Co Business à la rentrée. On a plusieurs entreprises qui commencent vraiment à avancer dans ce domaine. Tu as aussi des puces qui consomment un peu moins, toutes les puces spécialisées, là, les TPU faites par les Google, Amazon, tout ça, elles consomment quand même... alors elles sont moins performantes, moins puissantes que les GPU. Dans les data centers, il faut quand même voir qu'il y a un gros travail sur le refroidissement. En 2-3 ans, les travaux qui ont été faits pour refroidir de façon plus efficace. On a Octave Klaba qui nous en parle régulièrement. Et puis, on a des outils de mesure aussi qui permettent d'être un peu plus précis, de tirer un petit peu les sonnettes d'alarme. Même si aujourd'hui... même si on tire la sonnette d'alarme, je ne suis pas sûr que ce soit... tant qu'on n'imposera pas quelque chose, les gens continueront à développer tout ça. Mais il y a une optimisation des algorithmes quand même. Mais je pense qu'en fait, quand tu as une optimisation de l'IA, donc tu consommes moins d'énergie, ça rend l'IA moins cher en fait. Et donc, ça augmente la consommation. Donc finalement, tu es plus performant, mais tu consommes plus. Enfin, tu fais plus de requêtes. Voilà, exactement. Donc, c'est difficile de savoir. En fait, de toute façon, c'est un débat assez théorique parce qu'on n'est pas là pour mesurer. Les entreprises aujourd'hui, c'est un sujet sérieux. Aujourd'hui, ils sont en train de fermer en disant vous avez le droit à tant de requêtes. Là, j'en discutais il y a 2 jours. Vous avez le droit à tant de requêtes par jour sur ChatGPT. Point final. À toi de dire oula, on est jeudi, j'ai plus que 3 requêtes à faire. Je vais me calmer un peu. Je vais peut-être arrêter de demander des choses beaucoup plus simples. Ou alors je prends mon PC perso et je fais les requêtes à côté. Voilà. Non mais. Juste un autre truc, c'est qu'en fait l'étude c'est que sur du texte, donc elle parle pas d'image, on voit pas de vidéo, qui là consomme encore plus. Ils sont très très gourmands. Bruno, je t'ai vu sourire. J'allais dire que c'est la notion d'utilisation responsable de l'IA. Et ça, je pense que, de plus en plus, on parle que à l'école, ça va être enseigné, ça va être des notions qu'il va falloir inculquer à la nouvelle génération, d'utiliser cet outil-là, mais avec discernement. Et quand on regarde la création d'une image, la dernière mesure qu'on avait eue, c'était que la création d'une seule image, c'est l'équivalent d'une charge d'un téléphone intelligent. Est-ce que tu as vraiment besoin de créer une 2e, 3e, 4e version de la même image? Peut-être pas. Bruno,
je vais te laisser la parole. Car maintenant, on va parler de tech, mais aussi un petit peu d'un fait de société. C'est les gens, des utilisateurs, qui décident de changer d'univers dans le monde du smartphone. Je dis parce que c'est la société finalement, c'est plus de la tech. Et c'est le cas de Bruno Guglielminetti, spécialiste de la tech depuis toujours, évidemment, et qui a décidé d'abandonner son iPhone pour passer à la concurrence, Bruno. Mais tu sais quoi, c'est un sujet qui nous intéresse. Et j'aimerais bien que tu nous racontes tout ça. Écoute, c'est tout simple, mais le déclenchement, regarde, ça fait 17 ans, moi, que j'utilise le iPhone. J'avais quitté avec beaucoup de douleur à l'époque mon Nokia 95, qui était un appareil merveilleux. Et donc, j'étais embarqué dans le merveilleux monde des iPhones. J'ai été fidèle tout ce temps-là. Je suis passé à travers toutes les étapes. Mais là, à un moment donné, étant quelqu'un qui utilise à fond l'intelligence artificielle, étant quelqu'un qui vit en 2025, qui se prépare à passer en 2026, j'aime travailler avec les systèmes qui me permettent d'être à jour et d'être, j'allais dire, polyvalent et productif. Et là, depuis 2 ans, j'ai l'impression de ramer et de perdre mon temps. Parce que, vous le savez tous autour de la table, puis il y a des gens qui nous voient aller à la maison ou qui nous écoutent, au quotidien ou à chaque mois, il y a un nouvel appareil qui sort des téléphones et on a l'occasion de les tester. Et là, moi, depuis 2 ans, chaque fois que j'avais un nouveau téléphone en main, je pestais, j'avais la difficulté à retourner à mon bon vieux iPhone parce que je me disais... il manque quand même des choses. Évidemment, j'avais des habitudes, puis évidemment, j'aimais cet appareil-là, sauf qu'à un moment donné, après 2 ans de dire « Ah, il y a quelque chose qui manque », la dernière présentation de Google avec son... Le Pixel 10. Oui, son Pixel 10 Pro en particulier. Là, je l'ai eu en main, je l'ai testé pendant 1 semaine et j'ai dit « Ça y est ». C'est mon moment d'épiphanie où je me dis, je largue l'iPhone et je m'en vais avec l'écosystème Android. Bruno, quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je puis dire? Oui, exactement. Oui. Et donc, l'idée là-dedans, c'est que, puis Samsung, c'est un peu ça, mais là, je le fais avec Google particulièrement, parce que Google, c'est tout un écosystème, un peu comme on a aussi avec Apple. Mais là, maintenant, ils ont décidé avec le dernier modèle de téléphone qu'ils ont fait, puis peu importe le modèle on prend, mais particulièrement le 10 Pro, l'IA est au centre de l'expérience. Et si on décide de faire confiance à Google, ça, c'est vraiment un saut dans le vide, là, mais comme utilisateur et leur donner plein accès, de toute façon, ils savent déjà tout sur nous, mais de leur donner plein accès à tous nos comptes, là, vous avez vraiment un téléphone qui travaille pour vous. Mais c'est quoi l'usage? Tu peux nous donner des exemples ou pas? C'est quoi l'usage? C'est quoi? Est-ce que meilleure qualité de photo, sans doute, il t'aide à corriger les photos, mais c'est quoi l'usage? Est-ce que tu prononces le nom de François, il te dit tiens, voilà les 5 dernières fois, les 5 derniers sujets avec lesquels sur lesquels vous avez discuté ensemble et ça te permet d'avoir ta mise à jour? Raconte-nous. Ça, c'est un exemple. Mais je dirais que le truc le plus utile que j'ai trouvé au quotidien depuis que ça fait 1 semaine là, que j'utilise, c'est la possibilité, lorsqu'on reçoit une communication avec quelqu'un, par exemple, je reçois un texto de ma conjointe ou de quelqu'un qui me dit on doit aller manger à tel endroit, est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi l'adresse du restaurant? J'ai même pas besoin de faire des recherches. Tout de suite, l'IA va savoir que ça concerne le rendez-vous que j'ai à l'heure du midi et puis va me sortir l'information. J'ai juste appuyé dessus et le courriel est envoyé à la personne. C'est la possibilité de gérer mon système de courriel. J'utilise Gmail dans lequel j'ai ramené toutes mes adresses et ça me permet de gérer ça beaucoup plus adéquatement. Dans certains cas, ça permet même de répondre à ma place parce qu'il sait que dans tel cas, c'est ça que je vais répondre. Alors, je l'utilise vraiment un peu comme depuis presque 3 ans bientôt, j'utilise les ChatGPT, les Claude et autres outils de l'IA. Là, j'ai décidé de faire ça avec mon téléphone. Et j'avoue que, évidemment, il y a comme un lâcher prise, mais c'est plus productif, c'est plus agréable et j'ai vraiment l'impression de perdre moins mon temps. Alors, on va donner la parole à Jérôme dans un instant, mais Bruno, on se connaît bien tous les deux et je t'observe travailler quand on est physiquement à côté et en fait, tes podcasts
podcasts, tu les fais beaucoup avec l'intelligence artificielle, tu maîtrises tous ces objets, enfin, tous ces outils. Est-ce que aussi, avec ce Pixel 10 Pro, tu travailles plus rapidement et plus facilement que sur l'iPhone? Ah oui, puis je pense que le meilleur exemple, c'est que souvent, j'enregistrais des conférences de presse ou j'enregistrais des entrevues sur un Pixel et que je devais l'envoyer sur un iPhone, ou sinon, plutôt que c'était l'inverse. J'enregistrais ça sur un iPhone, mais je devais l'envoyer sur le Pixel pour pouvoir être capable de le travailler ou carrément de l'envoyer sur un ordinateur. Tandis que maintenant, à même tous les outils qui sont disponibles à même l'appareil, je ne parle pas même pas d'installer d'autres applications, là. Je suis capable de travailler des entrevues en texte, travailler des entrevues audio et vidéo à partir du téléphone. Alors ça, c'est un exemple. Mais pour quelqu'un qui produit, par exemple, 6 articles par jour et qui, en même temps, travaille sur un bulletin de nouvelles de 2 minutes, en fin de journée et puis se tape le magazine de 2 heures audio à toutes les semaines, chaque minute, chaque geste est important. Et pour le solopreneur que je suis, j'ai vraiment trouvé un assistant qui peut être là et qui peut travailler avec moi en parallèle. Et ça, je trouve ça génial. Et ça, j'ai pas le temps d'attendre encore 1 an pour que ça arrive sur un iPhone. Et on sait même pas, Bruno, si dans 1 an, même pas. Apple aura ce degré d'intégration. Mais je suis bon joueur, parce que je le dis, dans 1 an, ça va arriver. Mais j'ai pas tellement confiance. Jérôme, alors je ne sais pas si tu switches souvent, si c'était un peu dans ton... Alors mon dernier iPhone, c'était l'iPhone 3G. Wow. Donc c'était le 2e iPhone qui est sorti. Donc moi je suis sorti il y a très longtemps. Ouais. Donc, après, tu comprends un petit peu le point de vue de Bruno, parce que depuis ces derniers mois, j'arrête pas de dire à chaque fois que je viens ici ou ailleurs que je vois pas des gens qui vont changer de téléphone à cause de l'IA en fait. Et Bruno en fait est exactement. Mais tu sais quoi, j'étais en train de me dire, mais là il me bluffe là-dessus parce que l'IA, on pensait que c'était vraiment un gadget, une espèce encore de tour de passe-passe marketing, mais Bruno, tu es en train de nous expliquer le contraire. Ouais. Et c'est ça. Et autant c'était, puis là, c'est ridicule, mais c'est l'image qui me revient toujours en tête. C'est au dernier CES de Las Vegas où tout était compatible avec IA, sauf que il fallait encore le démontrer. Mais aujourd'hui, moi, dans le quotidien, puis probablement 1 fois par heure, je vois avec ce nouveau téléphone-là que j'arrive à faire des choses que je ne pouvais pas faire avec mon iPhone. Mais c'est principalement pour la gestion et le traitement de l'information. Puis pour quelqu'un qui est occupé, qui a géré beaucoup d'informations entrantes et sortantes, ça devient un outil formidable. C'est presque comme être assis à temps plein devant un ordinateur, mais là, c'est votre téléphone qui vous aide à le faire. Mais je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même 17 ans de pratique dans un écosystème appelien. Et là, il y a du lâcher-prise et puis c'est quelque chose d'autre. Tu ne reviendras pas sur iPhone? Pas avant 2 ans. Fred, non, mais c'est intéressant. Oui, je me souviens qu'ici même, on avait eu Philippe Devost, qui vient régulièrement ici, nous parler de ça, et qui nous avait dit, moi, voilà ce que j'attends de mon téléphone, de l'IA de mon téléphone. Et c'est exactement ce que dit Bruno. C'est, voilà, tiens... Oui, anticiper. Anticiper il est déjà dans ma pensée. Il attend même pas que je le prononce. Il est déjà dans ma pensée, c'est-à-dire, il va sortir, il va me dire, tiens, j'ai vu que tu n'avais pas de réservation au restaurant ce soir, j'ai vu ça, est-ce que tu veux que je cherche un restaurant dans le coin? Mais je ne savais pas, enfin ça c'est un peu le fantasme qu'on a, tu vois. Oui, mais je ne savais pas que ça existait vraiment, visiblement. Bruno nous dit que ça existe. Et puis même, moi je te prenais l'exemple tout à l'heure des conversations, se dire tiens, je n'ai pas vu François depuis 3 semaines, rappelle-moi, rappelle-moi les 3 derniers, donne-moi les 3 derniers échanges qu'on a avec lui, sur quel thème on a discuté, il va tout de suite préparer, quitte à me dire, tiens d'ailleurs la dernière fois vous étiez posé une question en disant, qu'est-ce qu'on peut préparer pour la keynote d'Apple, voilà, je te suggère un plan pour la prochaine émission, tu vois. Et j'imagine que c'est tout ça. Davantage d'automatisation, davantage d'anticipation. Et là, typiquement, oui, et c'est très juste. On se demandait, l'IA sert à quoi? On corrigeait ses photos. Et là, tout d'un coup, on a quelque chose qui est notre vrai assistant. Jérôme. Juste pour répondre à ta question, tu demandais si c'était un argument marketing. Et en fait, Google, sur sa communication, insiste beaucoup sur ça. Donc, sur les pixels, au début, c'était beaucoup sur les photos. Et maintenant, c'est beaucoup sur l'IA. Et ça a l'air de marcher parce qu'ils sont en train de gagner des parts de marché. Ils sont rentrés dans le top 5 des meilleurs vendeurs de
smartphones aux États-Unis, donc ils restent assez petits. Je crois qu'ils ont 3% de part de marché, donc ça reste assez petit. Oui. Mais en tout cas, on voit. Ils grappillent petit à petit des parts de Ils marché. grappillent sur le très haut de gamme. C'est qu'avant Google, quand ils avaient des téléphones, c'était des téléphones qui étaient plutôt moyenne gamme, avec des prix assez abordables. Aujourd'hui, c'est les mêmes prix que les iPhones quasiment. Donc, et là, ils n'ont pas peur de la concurrence, ils n'ont pas peur de faire jeu, d'aller sur ces mêmes prix-là. Et ils séduisent une public assez technophile. Et puis, ils ont une gamme de produits donc, qui s'appellent les A, qui sont un peu moins chers, qui eux se disent un peu plus le grand public. Mais en tout cas, Ils sortent quelques mois après. Exactement. Mais tu sais, hein, la conférence, la dernière grande conférence Google, donc c'était au mois de juin, beaucoup de gens disent que c'est l'une des conférences les plus importantes de ces dernières années de Google. Pour ces raisons-là, pour VO3 aussi, enfin il y a eu plusieurs annonces, et voilà, on est en train de le vivre, enfin là, en tout cas avec l'exemple de Bruno, à voir si d'autres nous suivent, et qu'ils le communiquent sur Twitter et tout ça. Voilà, alors le Pixel 10 existe en petit modèle, il y a le Pixel 10 Pro, le XL et le Fold, donc, qui est donc le modèle pliant qui sort, je crois, dans quelques semaines. Bruno, voilà, tu nous as quasi convaincus. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On jette notre iPhone moi, j'ai par la déjà fenêtre un Pixel, donc Donc, tu as déjà un Pixel. Fred, alors c'est pas que ça donne envie, mais ça questionne. Mais tout d'un coup, ça me questionne parce que je me dis, mais finalement, peut-être que tout ce qu'ils disent qui est possible est possible et on voit tellement de limitations aujourd'hui dans ce qu'on aimerait sortir de notre téléphone ou de choses qui sont pas parfaites, imperfectibles en tout cas. Bon, écoutez. Allez, tous au Québec. On va réfléchir. Merci Bruno. Merci pour ton témoignage. Bruno Guglielminetti, donc journaliste animateur du Carnet de l'actualité numérique. Merci à Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr. À bientôt, Jérôme. À bientôt. Et merci à Fred. On se retrouve lundi, Fred. Lundi, oui. Invité exceptionnel à 21h. Luc Julia qui sera là pour répondre, vous savez, à la polémique. Voilà, qui est au cœur de pas mal de polémiques. On essaiera en toute neutralité de savoir si véritablement ça a été le co-créateur de Siri, véritablement si il a une vraie vision actualisée de l'IA générative, etc. C'est quelqu'un qu'on aime bien, donc, mais malgré tout, on fera notre boulot de journaliste. C'est une personnalité quand même. Et on essaiera de comprendre tout cela. Rendez-vous donc dès lundi 19h30, Tech & Co, la quotidienne. D'ici là, les replays, les podcasts de cette première semaine vous attendent les bras ouverts. Merci de nous suivre en tous les cas. Très belle soirée et à lundi. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.